Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. La situation actuelle de la France est très compliquée. La France, après avoir été un des seuls pays à avoir eu, après les indépendances, une politique africaine essentiellement fondée sur l'intimidation, semble aujourd'hui être dépourvue de stratégie à long terme sur ce continent. Toutes les méthodes d'intimidation utilisées par Jacques Foccart à l'époque pour déstabiliser l'Afrique, ne peuvent plus prospérer sur le continent aujourd'hui. Mais qui était réellement Jacques Foccart? Peut-on comparer Yves Le Drian à Jacques Foccart? Quelles sont les nouvelles méthodes de déstabilisation de l'Afrique? Suivons maintenant le décryptage de toutes ces interrogations par le président Bandakani. Suivons. Une fois de plus, et Jean-Yves Le Drian ou le nouveau Jacques Foccart, nous allons tenter un parallèle entre les deux hommes qui semblent littéralement se ressembler, même si c'est plutôt l'un qui ressemble de plus en plus à l'autre, en parlant bien sûr du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, vu en Afrique, craint désormais en Afrique à cause bien sûr d'un réseau qu'il se constitue progressivement et qui se densifie au fil du temps. Vous allez voir tout cela dans le cadre de cette édition, mesdames et messieurs. Merci d'être là. Jean-Yves Le Drian est-il le nouveau Jacques Foccart sur le continent africain? Coup d'État, déstabilisation des pays, assassinat, néocolonialisme, c'est ainsi qu'est décrit l'ère Foccart en Afrique, l'homme d'État français aux côtés du général de Gaulle, de Pompidou ou encore de Valéry Giscard d'Estaing est considéré comme le porte-flambeau de la France-Afrique en 1997. Il décède et quelques années plus tard, ses actions sont ressuscitées par Jean-Yves Le Drian, l'actuel ministre français des Affaires étrangères. Objectif, déstabiliser l'Afrique et la maintenir dans le carcan colonial. On le voit pratiquement comme étant, s'inscrivant littéralement dans les pas de la méthode, dans les pas et appliquant la méthode Foccart avec le général de Gaulle. Jacques Foccart a contribué à fonder et à orienter la politique française en Afrique, ce qui a permis à Paris de maintenir son autorité au sein de la communauté internationale via les Nations Unies où le groupe Afrique s'aligne systématiquement sur les positions de la France. Sous François Hollande, Jean-Yves Le Drian a réussi à convaincre à travers les programmes liés à la sécurité en Afrique. Le ministre de la Défense de l'époque, s'est installé pratiquement comme étant le métronome finalement d'une nouvelle politique et de nouveaux réseaux qu'il s'est constitué toujours dans le même but, garantir les intérêts de la France. Jean-Yves Le Drian qui se présente littéralement en représentant de commerce sur le continent. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver en direct. Nous en parlons ce matin une fois de plus avec nos invités installés en multiplex. Invité ce matin, président Bandakani, président du nouveau mouvement populaire. Vous êtes notre invité pour en parler dans ce décryptage matinal. Bonjour et bienvenue. Merci mon cher Guy Fondop. Je voudrais tout d'abord te saluer parce qu'il n'est pas facile de se lever très tôt le matin. C'est pas évident. Pour faire ligne rouge, ça demande des sacrifices, ça demande de l'engagement. Je voudrais m'incliner devant votre engagement professionnel. Merci. Et je voudrais m'incliner aussi devant votre professionnalisme qui a fait de vous l'un des meilleurs journalistes de votre génération, sans flagronnerie. Merci. Je voudrais saluer les techniciens, sans qui nous ne pouvons pas travailler dans de bonnes conditions. Je salue toute la communauté matinale de Ligne Rouge, communauté qui, par sa capacité à se lever très tôt, démontre à sa manière son attachement au niveau panafricanisme. Je voudrais les saluer au nom de tous les panélistes et je voudrais saluer mes co-panélistes si je crois qu'ils seront là. Merci de m'avoir invité. Merci d'être là ce matin et nous tentons donc de comprendre, nous allons tenter de dresser un parallèle entre Jacques Foccart et Jean-Yves Le Drian. On va d'abord commencer par un élément qui était assez important chez Jacques Foccart, c'était, on va le dire simplement, cette peur qu'il inspirait à de nombreux dirigeants du continent africain. Quand on regarde Jean-Yves Le Drian franchir les portes des palais du continent africain, on a l'impression qu'il voudrait incarner cela et qu'il incarne même déjà cela de par une certaine autorité qu'il arrive à déployer, à susciter ou alors à mettre en exergue auprès de nombreux dirigeants. Mon cher Guy Fondop, votre thème est d'une pertinence extraordinaire parce que vous mettez le pied dans le plat, quelque chose qui est très grave et qui est en train de vouloir, c'est-à-dire d'avaler les Africains avec leur consentement parce qu'il y a un masque qui les aveugle. Il faut comprendre d'abord la figure de Foccart pour faire la comparaison. Foccart, c'était le tueur de M. de Gaulle. De Gaulle voulait paraître comme étant un saint pape politique qui était le décolonisateur des pays africains.
Donc il avait un visage de décolonisateur, avec son paternalisme, son bonapartisme néocolonial. Vous savez qu'il y a le président à l'époque qui l'appelait Papa de Gaulle, vous savez ça. Alors que donc, pour gérer dans cette figure-là, il fallait qu'il y ait derrière un homme de basse besogne, un tueur professionnel. Il s'appelait Foccart. Foccart tuait pour que de Gaulle paraisse sain. Foccart massacrait. Et Foccart créait un système de corruption réciproque basé sur la barbouzerie, c'est-à-dire la gestion d'un type de mercenaires qui étaient des tueurs, qui allaient tuer les patriotes, qui allaient tuer des présidents à travers des coups d'État, à travers des actions coups de poing, meurtriers, tout ce que vous voulez. Mais en plus, Foccart était chargé de créer une économie parallèle à travers ce que j'ai appelé la géoéconomie, la géoéconomie criminelle et néocoloniale, par le biais d'entreprises comme Elf, vous vous souvenez à l'époque, qui était une entreprise dont la comptabilité échappait, n'est-ce pas, à la France tout entière, était gérée par De Gaulle et Foccart. Cette affaire a culminé avec l'affaire Elf, qui a été un scandale des scandales avec tout ce que nous savons. Ça avait éclabossé toute la classe politique française. Donc, sous les décombres de ça, du foccartisme là, quand il meurt, et il meurt sous Jacques Chirac, quand Jacques Chirac devient président, Jacques Chirac va le réveiller de sa retraite. Il est assez fatigué, mais Jacques Chirac a besoin de lui parce que Chirac voulait démontrer qu'il est l'incarnation de De Gaulle. Je ne vous apprends rien par rapport à ça. Quand Foccart meurt, ben, le foccartisme doit renaître parce que le foccartisme est inséparable de la France. Vous ne comprenez rien à la politique française sans le foccartisme. Maintenant que la figure fondamentale du foccartisme, l'incarnation vivante, est morte, la France était devant un problème géopolitique sérieux. Comment continuer le foccartisme sans sa figure, sans le totem qu'a été Jacques Foccart? On a donc pensé le néo-foccartisme. Ça veut dire continuer le foccartisme sans Foccart. Et vous allez comprendre maintenant des gens comme Le Drian. Vous savez que ce monsieur, à travers François Hollande, vous pouvez vous demander pourquoi François Hollande perd le pouvoir. Il est particulier, parce qu'en fait, les gens ne le savent pas. C'est le vrai numéro 2 du gouvernement français. C'est lui le vrai numéro 2. Les gens ne savent pas pourquoi il a ce pouvoir-là. Parce que justement, il incarne ce renouveau du foccartisme que j'appelle le néo-foccartisme. En quoi consiste cela, Guy Fondop? Allons-y rapidement. Le néo-foccartisme consiste d'abord à dénigrer, à dire qu'on est contre la colonisation, que c'est un crime contre l'humanité. C'est Macron. Et quand on dit Macron, c'est Le Drian qui pense tout ça. Que non, il faut faire un discours pour dire que non, on rompt avec ça parce que c'est un crime contre l'humanité. Pendant qu'on le dit, on est porteur d'un nouveau projet colonial. On est porteur de la colonisation globale. Qui consiste à dire que non, nous on n'était pas là quand d'autres colonisaient. Nous on est les jeunes générations. On n'était pas les acteurs. Ça ne nous concerne pas. On veut même solder l'histoire là. Mais pendant qu'on vous endort avec ça, pendant qu'on ce poison là vous endort, on est porteur de la colonisation globale présente sur le continent. Parce qu'on soutient ça au Rothschild. Et là c'est important. Parce que hier, le colonisme français, les Français, c'était De Gaulle était déjà un homme de Rothschild. Mais je vous ai dit, il avait une certaine figure historique paternaliste qui lui permettait d'incarner la France, parlons comme ça. Aujourd'hui, le néo-foccartisme, c'est un projet dont porte Macron de liquider toutes les nations aux grands banquiers, aux trosses des banquiers. Donc, ils viennent avec un nouveau masque qui est la colonisation globale. Et ce projet consiste à quoi actuellement? Vous voyez, M. Macron vous dit, quand vous voyez son interview, il vous dit qu'il est porteur de grands chantiers pour l'Afrique. Vous allez voir le triangle au cœur de cela. Ce sont des chantiers de ce qu'il appelle la restitution du patrimoine africain. M. Macron, il dit que nous remet nos objets d'art qu'ils ont volés. Vous avez le chantier Guy Fondop de la fin du franc CFA. Vous avez le chantier de la... Et ça se dit dans son interview, la diabolisation de certains chefs d'État. Il faut les diaboliser, sous prétexte de promouvoir l'alternance et le renouvellement des générations. Le dénigrement du néo-panafricanisme, qui est ravalé au rang d'un cheval de Troie de régime étranger, la Russie et la Turquie, et mis au service de projets politico-religieux. Guy Fondop a demandé à Macron ce qu'il dit là. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose, mais dans l'interview c'est clair et c'est dit. Et vous avez, pour terminer donc, je l'ai dit, renouveler les générations en Afrique. Donc ce projet-là, Guy Fondop, il faut le comprendre, il faut mettre ça en liaison avec le grand projet transhumaniste qui est à l'œuvre depuis le Covid. Vous savez qu'actuellement, des milliards de doses de vaccins sont prêts pour l'Afrique. Vous le savez.
on va passer à travers l'UNICEF, ou bien par les fondations comme la fondation de l'ancien Premier ministre anglais, Tony Blair et tout ça. C'est dans le cadre du Gavi. Le Gavi qui est piloté par Bill Gates. Vous voyez tout ce, et quand vous voyez Bill Gates, vous voyez Rothschild, vous voyez les banquiers derrière. Donc, comme les Africains ne sont pas très vigilants par rapport à ça, M. Macron et Le Drian, n'est-ce pas, sous le prétexte de faire la rupture avec le vieux colonialisme qui n'existe même plus, font la promotion d'un nouveau projet colonial en se masquant devant la parenté, devant le masque de la démocratie, le masque des nouvelles générations et le masque d'une nouvelle collaboration entre les diasporas africaines et la France pour le bien du continent africain. Voilà un peu le néo-focatisme dont vous parlez. Ce néo-focatisme-là, mon cher Guy Fondop, pendant qu'il met ce nouveau visage devant, il continue à utiliser les vieilles méthodes de Focard. Les coups d'État, le soutien à des opérations criminelles de maintien au pouvoir de copains et de coquins, vous venez de voir le cas en Côte d'Ivoire, pendant qu'on félicite l'ami ivoirien, on diabolise Alpha Condé, dans les mêmes conditions, on le diabolise, le soutien à la déstabilisation dans des pays comme le Cameroun, où on joue en double jeu, le jour où on fait semblant de condamner la sécession, mais pas derrière. On est dans des réseaux qui portent les projets sécessionnistes. Or, vous avez vu en RDC, M. Le Drian dit carrément que c'est elle qui a gagné l'élection, au détriment, n'est-ce pas, de la proclamation officielle de résultat. Il avait dit que c'est Fayoulou qui a gagné. Et il a mis sur pied une stratégie qui continue d'ailleurs à essayer d'instrumentaliser le Fayoulou, le président Tshisekedi, pour, c'est-à-dire, punir, en finir avec M. Kabila, qui pour eux a commis un crime de lèse-majesté en n'obéissant pas à leurs injonctions. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé en Guinée équatoriale. Nous avons démontré ici que M. Jean-Yves Le Drian était derrière le coup d'État qui a failli tuer le président Obiang Bazogo. Nous l'avons démontré avec son ami de Ferluc. Nous avons démontré tout ça ici. Donc vous voyez que, Guy Fondop, derrière un discours qui apparemment est nouveau, parce qu'on prétend qu'on va travailler avec la société civile, on va travailler avec les nouvelles générations, hein, on fait la promotion, on veut renouveler les dirigeants, mais derrière, on est porteur d'un projet colonial plus dangereux. Parce que le projet colonial ancien, De Gaulle était méchant, on est d'accord. Il était ingrat, on est d'accord. Mais il n'était pas question qu'on le vaccine, Guy Fondop. Il n'était pas question qu'on nous transhumanise. Le projet que Jean-Luc Le Drian porte, avec les moteurs de Focard, sur lesquels on a mis une nouvelle peinture de démocratie et de promotion de nouvelles générations, promotion de nouvelles figures féminines, n'est-ce pas, un néo-féminisme consistant à favoriser les femmes entrepreneurs qui ne vont pas faire beaucoup d'enfants, et tout ça. Donc, derrière tout ça, les vieilles méthodes de Focard sont réchauffées et sont plus violentes. Et la figure centrale de ce projet, le voilà qui est devant vous, M. Jean-Yves Le Drian. Prenons un cas typique pour que les gens comprennent bien ce qu'on est en train de dire. Prenons le chantier de la restitution du patrimoine africain. Voilà une des choses sur lesquelles M. Macron se vante pour incarner une rupture avec la vieille génération de présidents français. Il s'en vante, il dit qu'il est content. Il dit qu'il y a un projet de loi qui va garantir tout ça. Mais regardez sa méthode. M. Macron, pour parler d'un sujet aussi important en fond, un sujet historique, M. Macron, qui est un jeune homme, qui, par principe, devait respecter un continent qui a plus de 200 000 ans d'histoire. Qu'est-ce qu'il fait? Il crée un comité, c'est-à-dire il fabrique ses interlocuteurs. Vous connaissez le fameux comité Felmin Sarr et Bénédicte, je crois, Savoyer, à qui il commande soi-disant un rapport. Écoutez bien, voilà deux individus qui n'ont le mandat de personne en Afrique, qui ne sont élus par personne, mais qui sont chargés par M. Macron de faire un rapport sur un sujet aussi capital, comme la question de la mémoire et de la restitution de notre patrimoine. Et à la fin de course, il y a quoi? Il y a qu'à partir de ce rapport, que M. Macron qualifie de super rapport, M. Macron se lève, il n'est même plus que De Gaulle, et il commence à remettre tel objet à Dakar, tel objet au Bénin, et il s'en vante. Or, Guy Fondop, peut-on aborder la question mémorielle du patrimoine sans poser la question de, d'abord, quelles sont les civilisations qui ont enfanté cet objet d'art? Les arts de vivre que ces objets d'art incarnaient
Mais ces objets d'art ne sont pas tombés du ciel. Alors, il parle d'objets d'art, mais il s'agit dans la plupart des cas d'objets plutôt de culte, des éléments qui étaient utilisés parfois pour des rituels et qui ont donc brisé la chaîne justement de ces rituels-là et empêché que ces rituels puissent être perpétués. Vous soulevez, ce que vous venez de dire est tellement important. Vous voyez que M. Macron réduit le patrimoine à l'objet en tuant, en effaçant la mémoire de ceux qui ont fabriqué ces objets, en effaçant cette mémoire culturelle, cette mémoire initiatique qui est au cœur de la civilisation africaine. M. Macron liquide tout ça. Et du coup, il travestit l'histoire, puisqu'il réécrit l'histoire. Il réécrit la souffrance à sa manière, lui Macron. Petit gamin de moins de 45 ans, il prend sur lui d'effacer, M. Guy Fondop, une telle histoire aussi longue, aussi forte, aussi puissante. Dites-moi au nom de quoi M. Macron peut remplacer les chefs d'État africains, les chefs traditionnels, les chefs de culte africains, tout ce que vous voulez, par deux tintins. On ne sait pas où il les a choisis. Il les prend, il dit, vous parlez au nom des Africains. Et il prend des lois. Il est plus violent que les anciens colonisateurs. Parce que moi, on peut estimer Guy Fondop, je te dis que les anciens colonisateurs étaient des illettrés. Ils n'avaient pas de culture, ils étaient barbares. Mais comment au XXIe siècle, Guy Fondop, un jeune homme de 45 ans peut se comporter comme ça? Si on prend seulement cette question-là. Peut-être parce qu'il est inscrit dans parce qu'il est inscrit dans une logique qui est une logique qui n'a véritablement jamais changé, qui est une logique toujours de domination. On va examiner cela beaucoup plus en profondeur. Bien sûr, on va évoluer parce que le sujet qui nous intéresse ce matin, c'est bien sûr Jean-Yves Le Drian. Nous sommes dans un parallélisme Le Drian, Foccart, avec Le Drian ici accusé de recopier systématiquement les méthodes Foccart. Tout à l'heure, on a évoqué la stature et cette crainte qu'inspirait Foccart déjà à partir de son attitude, la gestuelle même qu'il avait en présence, de la posture qu'il avait en présence des chefs d'État du continent africain. De loin, on voyait un homme rassuré, un homme qui avait une posture de domination, selon de nombreux témoignages d'ailleurs qui étaient suivis, qui sont racontés autour du personnage Foccart. Et aujourd'hui Jean-Yves Le Drian aussi, quand on voit ses audiences avec les chefs d'État du continent africain, quand on voit la façon de pénétrer, quand on voit la façon de pénétrer un certain nombre de palais africains, on comprend très vite que Jean-Yves Le Drian est rassuré, qu'il veut rassurer et qu'il, au-delà même de cela, qu'il voudrait faire comprendre que c'est la France qui est présente, que c'est la France puissante, conquérante, dominante qui rentre. Non, c'est amusant, vous faites besoin de préciser. En fait, il faut comprendre, autant de Foccart, en ce qui concerne la politique africaine de la France, Foccart avait l'exclusivité. En dehors d'autres services, des renseignements français, des services de sécurité secrète, sur la question des rapports avec l'Afrique, Foccart avait l'exclusivité. Monsieur, si, il n'a pas ça. Il est le missi dominici, néo-focatiste, d'un président qui, lui, veut créer ses réseaux, veut faire sa politique. En ce moment-là, il est puissant. Tant que Macron est au pouvoir, tant que Hollande était au pouvoir, tant que le réseau qui a placé Macron était au pouvoir. Mais la tradition des services de renseignement français, sur le cas spécifique des relations France-Afrique, M. Le Drian n'a pas la stature de Foccart. Vous avez raison de le dire. Il ne peut même pas avoir cette stature. Il n'a pas la stature. D'abord, Foccart n'était pas un institutionnel de premier rang. Il n'était pas ministre. C'était un homme caché. On ne le connaissait pas. Il est difficile d'assumer le rôle d'un nouveau Foccart en occupant une fonction institutionnelle de premier plan comme celle de M. Jean-Yves Le Drian. Ça se voit très vite. Quand il débarque dans les pays africains, il veut jouer à Foccart, il prend des grands airs, mais vous voyez, ça se voit pas très vite. On voit très vite que bon, c'est un peu de fanfaronnade, c'est un peu de bluff dans le fond. Prenons le cas typique. La dernière fois il était au Cameroun, vous avez couvert cet événement avec beaucoup de professionnels. Vous avez vu comment il est arrivé là gesticuler, mais il a suffi d'une petite injonction secrète du pouvoir pour qu'il accorda 2 minutes aux opposants. Vous vous souvenez? 2 minutes. Mais pourquoi il a fait? Pourquoi il a fait? S'il était aussi puissant que ça. Mais autant de Foccart, c'était pas comme ça. Quand Foccart ouvrait son téléphone et appelait un dirigeant, excusez-moi du mot, mais moi, on sait que le gars pissait sur lui. Le gars, parce que si vous traîniez, le lendemain, on vous retrouve au monde devant votre palais. Monsieur Foccart était très puissant. Autant il savait protéger les régimes, autant il savait les corriger.
Mais aujourd'hui, monsieur le Drian, il n'a pas ce pouvoir. Il y a une diversification des partenariats sur le continent africain qui contrebalance, n'est-ce pas, la fanfaronnade et la superbe que la France veut afficher. Surtout lui, dans le rôle qu'il veut jouer. Je pense que dans le contexte actuel, le temps qu'ils sont au pouvoir, depuis Hollande jusqu'à maintenant, ils veulent maximiser leur passage, se faire plein d'argent, installer leur réseau et consolider, n'est-ce pas, les réseaux qui les ont placés au pouvoir. À ce niveau, on ne peut pas dire que M. Le Drian n'a aucun pouvoir. Mais M. Guy Fondop, on ne peut pas le comprendre. Il veut jouer à Focard, ça c'est clair. Il veut faire comme Focard, mais il n'a pas les moyens de Focard. Alors, il n'a pas les moyens de Focard. Je voudrais deuxième élément de comparaison. Deuxième élément de comparaison. Je peux vous avoir répondu. Bien entendu. Deuxième élément de comparaison dans ce parallélisme Jean-Yves Le Drian et Focard. On va voir ici l'entretien des réseaux, notamment de contre-espionnage, de mercenaires, ou encore de renseignements beaucoup plus élargis. Alors, quand on regarde Jean-Yves Le Drian, on voit le Sahel aujourd'hui essentiellement parce que c'est quand il a été ministre de la Défense que la France a mis pied au Sahel et que un certain nombre de réseaux se sont densifiés au Sahel autour avec la montée en puissance d'un certain nombre de grands chefs djihadistes. Et donc aujourd'hui, ce qui a d'ailleurs poussé certains aujourd'hui à faire un rapprochement entre la présence militaire française même au Sahel et la montée en puissance même du terrorisme. Donc on dit qu'on était dans une démarche où la France avait voulu utiliser les services d'intelligence pour pouvoir créer une zone d'instabilité permanente, bloquer les développements de tous les États pratiquement qui aujourd'hui sont vus comme étant les plus grandes réserves mondiales d'uranium. On peut citer le Niger, le Mali ou encore le Burkina Faso, et donc de bloquer tous ces États-là dans l'optique de contrer une certaine influence de d'autres puissances telles que la Russie ou encore la Chine qui voudraient rapidement contrôler cet espace-là. Alors d'aucuns estimaient que s'il parvenait à le faire, cela voudrait dire qu'il avait construit, effectivement, qu'il avait des outils qui lui permettaient de le faire, notamment des outils de contre-espionnage assez puissants pour promouvoir et neutraliser. Il faut approfondir ce qu'on appelle l'analyse d'intelligence des services secrets pour répondre à cette grande question que vous soulevez. D'abord, il y a une évolution des services secrets dans le monde. Il y a l'état profond mondial autour des grands banquiers qui a entrepris de fédérer un certain nombre de services secrets sous sa coupe. Par exemple, aux États-Unis aujourd'hui, l'état profond, c'est une partie de l'état américain qui est en fusion avec, par exemple, le Mossad, le M6 des Britanniques, placé sous la coupe de Rothschild. Et la France n'a pas échappé à cette affaire. Et je vous ai des éléments précis. Historiquement, je vous ai dit que sous De Gaulle, il y avait une forme de cohérence des services de renseignement secret français, qui, tous, à cause de la grande figure de De Gaulle, comme beaucoup de Français le vénéraient, très peu allaient fouiller en réalité qu'est-ce qu'il y avait derrière De Gaulle. C'est quand De Gaulle meurt et Pompidou le remplace que les gens commencent à voir que, en fait, lui-même De Gaulle, c'était un représentant des banquiers. Mais comme il avait cette stature qui masquait beaucoup de choses, il y avait une illusion que il y avait une unité des services de renseignement français pour défendre la partie qu'on appelle la France. Mais depuis Pompidou jusqu'à M. Macron, qui n'est que le stade le plus élevé, il y a un problème en France qui est celui-ci. Et les Africains doivent le savoir pour analyser ce qui se passe en France. Il y a une fracture dans le champ politique français entre les patriotes et les mondialistes. Aujourd'hui, c'est le clivage majeur qui travaille la France. Ça va au-delà de Marine Le Pen, tout ce que vous voulez. Ça va plus loin. C'est-à-dire ça coupe la scène politique française en deux. Et cette frontière, mon Dieu, se répercute dans les dispositifs de renseignement et de sécurité. Enfin, je vous donne un précis. À l'heure actuelle, vous avez en France, M. Fondop, un ancien ministre de la Défense, un amiral, écoutez-moi bien, 11 généraux et un colonel qui soupçonnent Emmanuel Macron de trahison à l'égard de la nation. Vous savez ce que ça veut dire? On donne les faits. Et le soupçonne. Vous connaissez l'épisode qu'il y a eu entre lui et le général de Villiers, lancé sur l'état-major. Tout à fait. Alors, ce n'est pas un jeu. Donc, ce courant-là est là. Ce courant-là, il y a une bonne partie de l'armée française, jusqu'au service de renseignement, qui estime que ce monsieur brade la France à Rothschild. Ce monsieur est en train de détruire la France au service des mondialistes. Et ça chauffe. Et je vous donne là, je vais chercher le nom, ce sont des faits. Je vous donne, ce que vous dites là est clair et net. Ces gens-là, on fait savoir ce que vous dites là. Or, cette division a un impact dans la gestion des renseignements français, dans le déploiement stratégique de la France au niveau du Sahel. Pourquoi? Un monsieur comme Le Drian, il est venu justement consolider et créer ces réseaux parallèles
qui font semblant de travailler pour la France, mais en réalité pour les Rothschild. C'est eux qui ont mis le feu au Sahel. Voilà pourquoi M. Macron ne pouvait pas se passer de lui. Lui qui était déjà ministre de la Défense sous François Hollande. Or, vous savez que Hollande lui m'a dit que, en campagne, mon ennemi c'est la finance. Mais dès qu'il est arrivé au pouvoir, il nous a dit, moi et vous, qu'il ne peut pas faire la politique à la franc-maçonnerie. Il a dit lui-même. Il a renoncé à son programme. C'est eux qui l'ont placé là. Et M. Hollande a été placé pour préparer la venue de M. Macron. Donc, tout ça rejaillit sur la politique, la démarche stratégique de la France. Il y a une superposition des réseaux qui s'affrontent. Et M. Le Drian, actuellement là, il est là, comme je vous dis, pour consolider ces réseaux qui utilisent la France. Mais en réalité, se servent du label France pour travailler pour les Rothschild. Ça conduit donc, ce que je vous dis là, des généraux dans l'armée, des amirals. Il y a une bonne partie de l'armée, des services de renseignement qui dit que ce monsieur-là, il faut le traiter comme un traître à la nation. Parce qu'il est dangereux. Ça impacte donc sur le comportement de M. Le Drian, qui souvent, vous le voyez, il est pressé, il veut imposer, parce que le temps presse. Il faut imposer l'ensemble de choses avant que, on ne sait jamais, M. Macron le dégage. Il faut faire signer des contrats rapidement. Vous avez vu comment on a voulu forcer le G5 Sahel, aller imposer à l'ONU. Malheureusement, M. Trump a dit, monsieur, je ne donne pas 5 francs. On m'a bloqué. Mais on courait là pour aller faire financer, n'est-ce pas, l'implication de la France, entre guillemets, dans une affaire du Sahel, où en réalité, une bonne partie de la France n'est pas partie prenante. Mais on voulait faire prendre ça en charge par les réseaux internationaux. Et ça aurait consolidé davantage, n'est-ce pas, les réseaux Macron et Le Drian. Ça fait donc que, vous savez qu'au sein de la police, ça travaille. Il y a des gens qu'on recrute particulièrement là, qui sont du réseau. Souvenez-vous de l'affaire Benalla. Monsieur Benalla, il a dit, sans aucun statut, mais il était même plus puissant que monsieur Colombe, ministre de l'Intérieur, qui estimait que, mais, il ne valait rien par rapport à M. Benalla. Et il a demandé, mais quel est le statut de ce monsieur? Et c'est la raison pour laquelle M. Colombe s'est séparé de Macron. Il a démissionné, vous vous souvenez, l'ancien ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, M. Darmanin, qui est à l'intérieur, qui il est? Allez voir les lois qui sont mises en œuvre. Vous allez voir que tout ça participe, n'est-ce pas, d'un néo-focatisme qui s'appuie sur les vieux réseaux, n'est-ce pas, de Focat, mais tout en comment on dit ça, orientant ces réseaux vers une politique qui n'était pas celle de Focat. Focat, lui, se battait pour la grandeur de la France. Avec les moyens qu'il avait, le crime, ce que vous voulez, nous sommes d'accord dessus. Mais lui, au moins, il travaillait pour la France. Mais aujourd'hui, c'est plus pour la France. C'est pour les banquiers internationaux. C'est pour les multinationales de Rothschild. Alors est-ce que finalement, ça n'arrive... C'est deux propriétés de Rothschild. Tout à fait. Voilà. Alors, vous avez tout à l'heure précisé que le général de Gaulle, lui-même, s'était retrouvé au service, justement, du monde financier, instrumentalisé, et que Jacques Foccart, lui, avait travaillé pour servir le général de Gaulle. Tout à fait. Et donc on peut comprendre quelque part que c'était aussi, sans le savoir de sa part, il était en train de servir également le monde financier. Aujourd'hui, on a Jean-Yves Le Drian, vous nous dites, qui, avec Emmanuel Macron, se font également embrigader par le monde financier, qui tire les ficelles par rapport à un certain nombre d'intérêts sur le continent africain. Si on prend le cas d'un pays comme le Cameroun, on va se rendre compte aujourd'hui, et pour vous rejoindre, qu'il y a moins d'efficacité qu'à l'époque de Foccart, parce que si c'est Foccart qui était venu au Cameroun demander le port, le terminal à conteneurs du port autonome de Douala, il est très à cette période-là, beaucoup estiment aujourd'hui qu'il l'aurait obtenu. Bon, il ne vit plus. Et ces raisons ont changé. Oui. À l'époque, il était très influent, il était craint. Mais il avait une autre dimension dans Foccart. Il était craint, mais il était fidèle dans le relationnel. Beaucoup de présidents africains appelaient Foccart papa. Les Bongo, les Aïdjo, paix à leurs âmes, et autres, savaient qu'ils avaient un relais direct vers le général. Et ils adoraient Foccart. Donc ils pouvaient parler à Foccart, comme je parle avec vous là, et avoir ça de Gaulle sans problème. Donc il y avait un type de relationnel qui correspondait, je vous l'ai dit tout à l'heure, à une unité de vision incarnée par le général, qui rendait facile certaines choses. C'est-à-dire que soit vous êtes avec de Gaulle, soit vous subissez le sort de Sékou Touré. C'était clair. Et quand vous étiez Sékou Touré, par exemple, Foccart se chargeait de vous détruire, votre État, de vous saboter et de vous tuer. Tous les patriotes africains qui ont été tués à l'époque, c'est Foccart qui les a tués. Voilà pourquoi nous disons que Foccart, c'est un tueur. Mais actuellement, ce n'est plus le cas Guy Fondop. C'est-à-dire la démarche de M. Jean-Yves Le Drian, et moi je comprends bien votre thème, qui, justement, je vous l'ai dit, dans une stratégie
qui dure depuis très longtemps, où les services de renseignement français, les postes stratégiques ont été noyautés par le mondialisme. Donc, il faut bien comprendre ça. Et ça a culminé jusqu'à la fin de la guerre froide, avec l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, qui sous les apparences d'un discours de rupture, était en réalité celui qui venait maintenant, qui venait carrément arrimer la France, n'est-ce pas, à la mondialisation. C'est ça. Et du coup, comme je vous dis ça, cette démarche-là a consisté aussi à renouveler les services de renseignement, à renouveler les réseaux. Dites-moi par exemple pourquoi. Regardez dans le conflit entre Fillon et Macron. Observez bien ce qui se passe. Vous avez vu le rôle d'un monsieur comme Bougui, non? Il se présente comme qui? L'héritier de Foucault. Vous vous souvenez? Celui qui a eu les secrets de Foucault. Qu'est-ce qu'il reprochait à Fillon? Qu'est-ce qu'il reprochait à Fillon? Il reprochait à Fillon le fait que, quand il décroche son téléphone pour parler avec Fillon, Fillon l'aurait méprisé d'après lui. Et pourquoi? Parce que justement, il estimait qu'il devait être le trait d'union entre M. Fillon et certains présidents africains. Et certains réseaux africains. Vous voyez? Fillon s'est détaché de ça. Fillon n'a pas voulu. Parce que Fillon est propre. Fillon n'a pas voulu. Et M. Bougui allait se mettre au service de M. Macron. On l'a utilisé pour détruire Fillon avec l'affaire de costume, comme vous connaissez. Mais au-delà de l'affaire de costume, vous voyez comment on a liquidé Fillon. Fillon incarnait une certaine droite traditionnelle, un peu gaulliste, qui voulait, n'est-ce pas, tout en intégrant les contraintes, parlons comme ça de la mondialisation, mais sauvegarder une certaine idée de la France. Vous voyez comment on l'a liquidé? La justice l'a liquidé pour placer M. Macron. Vous voyez que cette bataille-là, c'est quoi? Cette bataille pour neutraliser Fillon ne partait pas seulement directement sur le sol politique, ça partait d'abord des services de renseignement, ça partait des réseaux, de Babous, ça partait de ces réseaux-là pour venir éclater en plein jour. Donc M. Le Drian, Guy Fondon, est à la tête du réseau, d'un réseau héritier certes des méthodes de Foucault, mais qui a eu le temps de s'émanciper par rapport à ce que je vous dis, la vision gaulienne de la France. C'est-à-dire qu'il y a eu cette émancipation. Et M. Le Drian est assis sur ce réseau. Ne vous trompez pas. Il y a des réseaux en France qui les suivent. Quand vous prenez la Côte d'Ivoire, avant que M. Ouattara ne fasse ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire, vous êtes au courant de tous les contrats qu'il a fait signer. Vous connaissez l'histoire, ce qui va devenir un scandale, le scandale du foutu métro d'Abidjan. Vous êtes au courant? Où il y a des niveaux de surfacturation pas possibles. M. Bolloré a signé de nouveaux contrats. Vous comprenez? Il y a un Bouygues, par exemple. Mais regardez bien, ce sont ces réseaux-là. Et quand vous parlez de Bolloré, vous parlez de Bouygues, vous parlez de tous ces gens qui ont signé les contrats, par exemple, en Côte d'Ivoire, qui étaient la garantie, les gages que M. Ouattara devait donner pour sa réélection. Mais derrière, il y a une panoplie d'agents secrets. Il y a une panoplie de personnes qu'on a placées là-bas, au 43e Bima, qui avaient pour mission de verrouiller la sécurité de M. Ouattara. Alors on parle maintenant concret, de verrouiller et de parer à toute initiative qui aurait pu le déstabiliser. Les microbes là étaient protégés par ces réseaux. Foucault. Vous voyez non? Foucault. C'est-à-dire qu'on a tout fait pour mettre de côté les services de sécurité réguliers du pays. On a ramassé des milices qui tuaient, violaient, coupaient les têtes, mais souvent même ils portaient les tenues militaires. Ça c'est du foucatisme. Ça c'est son intelligence de M. Le Drian. Je vous donne une réponse concrète. Voilà les méthodes de M. Le Drian. Pourquoi on met de côté les forces régulières normales? On ramasse des milices. Or, ces milices, vous allez voir, il y a à l'intérieur des miliciens qui viennent de Libéria, qui viennent des réseaux, de certains réseaux. On passe par les héritiers, les enfants orphelins de M. Blaise Compaoré. Tous ces groupes de bandits, de délinquants qui opèrent dans toutes ces zones-là, depuis le Sahel, en passant par le Burkina Faso jusqu'au Cameroun, tous ces gens qui opèrent. Vous avez là une barbouzerie, ces gens qui tiennent en Centrafrique, par exemple, ces chefs de guerre en Centrafrique qui sont impunis, à qui on ne fait rien. Tout ça, ce sont des réseaux, la barbouzerie néo-foucatien, mais tout ça, M. Le Drian tient compte de ça. Vous venez de suivre ce qui s'est passé au Mali, avec cette libération de cette fameuse otage française, qui, pour être libérée, a valu comme les terroristes libérés. Près de 200 terroristes libérés pour elle. Ce qui n'est pas de nature, bien sûr, à lutter contre le terrorisme dans la sous-région. Je vous réponds. C'est-à-dire que tout ça, c'est qui patronnait ça? Monsieur Le Drian. Bon, maintenant, ces terroristes qu'on a libérés là, ils vont aller où? Et pourquoi on les a libérés? Afrique Média a un excellent documentaire sur la question du Mali. De ces otages, le jeu qui est entre le terrorisme, M. Le Drian, la France, et les otages.
dans lequel tous les présidents de la région sont impliqués. Ibeka a été impliqué, Issoufou a été impliqué. Une espèce de crapelerie de type vraiment focatien. Mais sauf que ici, les gens n'ont même plus de honte, ils n'ont même plus de retenue. C'est du banditisme pur et simple, c'est pas possible. Et les États flambent, la région brûle. C'est de ça qu'il s'agit. Et le résultat, c'est quoi aujourd'hui? C'est que le Sahel est à feu et à sang. Celui qui parraine la mise à feu du Sahel, c'est M. Le Drian. Moi, je vous réponds, c'est M. Le Drian. Depuis Hollande jusqu'à Macron. Pourquoi? Parce qu'il y a un projet allemand et français, parrainé par les Russes, qui consiste à vouloir prendre le Sahel. On va prendre ça. On va enlever ça aux Africains, prendre ça et ratifier que ça appartient désormais à ce groupe de banquiers, ces grandes familles, Rothschild, Rockefeller, ils sont nombreux là, les Lazare, machin et consorts. C'est ça le projet. Monsieur Le Drian est au service de ce projet. Donc vous voyez qu'on part très bien de l'ancien Foccart pour arriver à un néo-focatisme qui fait du Foccart sans Foccart avec les habits qu'on appelle les vêtements globaux. La globalisation, les vêtements globaux. On appelle ça la recolonisation globale du continent. Mais au fond... Monsieur Macron partira. L'autre viendra continuer. Sauf si les souverainistes français réussissent à renverser la balance. Mais quand vous regardez aujourd'hui la France, avec cette dictature nazie sanitaire que M. Macron impose, c'est pourquoi? C'est pourquoi on impose ça. C'est-à-dire que maintenant le projet est même clair. On veut truquer les élections. Vous vous rendez compte qu'en France aujourd'hui, M. Macron veut faire revenir le vote par correspondance. Vous êtes au courant? Un vote par correspondance qui a été interdit dès 1975 parce que ça favorisait la fraude. M. Macron veut faire revenir ça. Comment faire revenir ça? En fabriquant de manière éternelle la maladie Covid qui ne finit pas. On justifie les mesures d'urgence, on installe une dictature en France. J'ai ici, tout à l'heure je vais le lire, j'ai ici le bilan global de M. Macron en termes de son bilan liberticide. J'ai ça ici. Donc vous comprenez que... Merci. Vous comprenez que quelqu'un se présente devant nous en promoteur de la démocratie, mais en fait, c'est un dictateur. Tout à l'heure, je vais le démontrer. Et nous allons poursuivre ce parallèle Foccart, Le Drian tout à l'heure en tentant de comprendre dans les méthodes, de voir si effectivement il y a ce parallélisme-là qui s'impose. En attendant, je voudrais vous proposer cette transition. C'est un élément qui met en scène la Russie, les évolutions de la Russie sur le continent africain, et également qui implique les médias et notamment, on va vous voir tout à l'heure, la télévision panafricaine. Nous suivons et nous revenons. La Russie et la Turquie représenteraient-elles une menace pour la France dans ses relations avec le continent africain? C'est en tout cas ce qui semble ressortir de l'entretien que le chef de l'État français a accordé cette semaine au magazine Jeune Afrique, une interview dans laquelle Emmanuel Macron plaide pour l'établissement d'une relation équitable entre la France et l'Afrique, en dénonçant la stratégie menée par la Russie et la Turquie pour alimenter un sentiment anti-français. Il y a une stratégie à l'œuvre, menée parfois par des dirigeants africains, mais surtout par des puissances étrangères comme la Russie ou la Turquie, qui jouent sur leur ressentiment post-colonial. Il ne faut pas être naïf. Beaucoup de ceux qui donnent de la voix, qui font des vidéos, qui sont présents dans les médias francophones sont stipendiés par la Russie ou la Turquie. Sans plus d'informations ni d'exemples, le locataire de l'Élysée accuse Moscou et Ankara de financer des intervenants au discours anti-bleu-blanc-rouge, des intervenants payés, voire corrompus, si l'on s'en réfère à la définition du mot stipendié utilisé par le président de la République. Dans une autre interview donnée au magazine en ligne Le Grand Continent, il parle cette fois-ci, je cite, de mécanismes de contournement pour encercler la Russie et la Turquie. Une double intervention qui ne devrait pas améliorer les relations entre Paris et Moscou, qui sont loin d'être au beau fixe depuis quelque temps déjà. Et c'est même pire pour la Turquie, dont les relations avec Paris se creusent un peu plus chaque jour, notamment sur les questions de la Syrie, de la Libye, de la Méditerranée orientale ou encore plus récemment sur la polémique concernant les caricatures de Charlie Hebdo. Ce n'est pas la première fois que le gouvernement français émet des retenues contre des puissances rivales telles que la Russie ou encore la Turquie. En septembre 2018, un rapport présenté au ministère français des Armées et consacré aux manipulations de l'information s'inquiétait déjà de voir s'imposer sur le territoire africain d'autres visions que celles de la France. Les travaux d'une équipe de recherche française ont révélé une propagation croissante des contenus russes à travers le web africain francophone. Plusieurs signaux indiquent que l'Afrique pourrait être le prochain terrain de jeu de la guerre informationnelle. Un point de vue pas souvent partagé de l'autre côté de la Méditerranée. Les Africains estiment que les Russes auront un regard plus objectif sur leur continent car il n'y a pas de contentieux politique.
La meilleure façon d'avoir des informations crédibles est d'avoir plusieurs sources. Le continent africain apparaît de plus en plus comme un nouvel Eldorado, où toutes les grandes puissances de ce monde souhaitent placer leurs pions. Un continent cher à la France qui est bien décidé à protéger ses intérêts et quitte à renforcer sa présence et son influence ces dernières années sur le continent. Emmanuel Macron a insisté lors de cette interview à Jeune Afrique sur la relation équitable et le véritable partenariat entre l'Hexagone et l'Afrique, avec la levée de ce qu'il appelle des tabous mémoriels, économiques, culturels, entrepreneuriaux. Il cite ainsi la restitution d'œuvres du patrimoine africain à plusieurs pays comme le Sénégal, le Bénin ou Madagascar, ou encore la fin du franc CFA. Je pense qu'entre la France et l'Afrique, ce doit être une histoire d'amour. Nous ne devons pas être prisonniers de notre passé. Quoi qu'il en soit, le chef de l'État est bien décidé à poursuivre son opération séduction en Afrique. L'objectif pour lui, protéger coûte que coûte les intérêts tricolores à l'heure où le continent africain n'a jamais été aussi convoité. Après le Nigeria, l'Éthiopie ou encore le Kenya, Emmanuel Macron devrait prochainement se rendre en Afrique du Sud et en Angola en vue du sommet France-Afrique prévu en juillet prochain à Montpellier. Et voilà, retour sur ce plateau. On va légèrement commenter cet élément dans le cadre de cette édition matinale. Président Badakani, quand on suit effectivement ce que dit Macron aujourd'hui, on se demande réellement, quand il parle de rupture, on se demande réellement si rupture il y en a, parce que parmi les éléments de rupture, il a cité tout à l'heure, vous avez déjà commenté la restitution de certaines œuvres qui sont retournées sur le continent africain. Il y a la fameuse question du franc CFA et de l'écho. Quand il parle de la fin du franc CFA, alors que les parlementaires français eux-mêmes remettent en cause le projet même qui leur a été proposé et qui sort de l'accord signé avec le président Alassane Ouattara, notamment sur le point de la garantie, où il y a une absence totale, floue même, où il y a un caractère flou même de cette garantie. On se demande ce qui a changé quand beaucoup d'analystes arrivent à la conclusion que rien n'a changé entre l'écho et le franc CFA. Bien au contraire, on est dans une situation avec une France qui, par exemple, rappelez que le nom écho même, selon toujours les informations collectées autour du dossier, le nom écho même appartiendrait même désormais à la France en tant que label intellectuel. Mon cher Fondor, M. Macron a un niveau d'évolution de la France en tant qu'État et du colonialisme français. C'est un stade atteint par cette dynamique qui est liée même à la nature de l'État français. Nous avons indiqué tout à l'heure que De Gaulle en soi était lui-même ouvrier de Rothschild. Mais il opérait dans un contexte où les Rothschild utilisaient les nations, les opposaient les unes contre les autres dans le cadre de leur politique. Dans le temps de De Gaulle, la nation était un espace indépassable, une frontière indépassable. Donc De Gaulle colonisait, mais dans le cadre de la nation. Et il estimait que dans la répartition du travail politique entre les nations, la France devait jouer un rôle important au niveau mondial. Il avait réussi à obtenir ça. Très bien. Monsieur Macron, la différence c'est quoi? C'est que Monsieur Macron continue ce travail, mais d'abord, tout à l'heure j'ai dit, il nie, c'est-à-dire il dénigre les De Gaulle. Il dit que la colonisation était un crime contre l'humanité, parce que lui n'était pas acteur de la colonisation. Et du coup, il fait semblant, il séduit, il drague certaines nouvelles générations africaines naïves et aveuglées. Donc il est grave. Alors que, et là je vous réponds directement, rien n'a changé, il est un colon. C'est-à-dire c'est un colon global. Macron est porteur d'un projet de colonisation globale qui est plus dangereux et plus grave que la vieille colonisation, dont je viens de vous indiquer les limites. C'est-à-dire dans le cas de l'ancienne colonisation, nous pouvions mener même des guerres de libération et imposer un rapport de force qui faisait que De Gaulle soit obligé de négocier avec les Africains, parlons comme ça. Mais avec le projet de colonisation globale, c'est terminé parce que, au cœur de cela, il y a l'imposition des vaccins, c'est-à-dire de la puce, qui vous transhumanise. Et il y a également, on va commenter ces points très rapidement. C'est important, oui, un deuxième point que me signale la réalisation, ça vient de passer, toujours dans cette sortie d'Emmanuel Macron, au-delà justement de ce que vous venez de présenter. Il accuse la Russie et la Turquie de financer un certain nombre de médias, tout ce que je dis là, des acteurs pour dénigrer, pour tout ce que je dis là, ternir l'image de la France sur le continent. Tout ce que je dis là, c'est pour arriver à ça. Vous allez comprendre pourquoi. Afrique Média est sa terreur. Quand il dort la nuit, il passe Afrique Média, il se réveille, il a les cauchemars. Vous voyez ce projet, tentez vous d'écrire un projet qui vise essentiellement à nous transhumaniser pour favoriser le projet de colonisation globale. Les outils, c'est ce qu'il vous dit.
ces grands chantiers-là, la gestion de la mémoire, les projets économiques, vous savez qu'il y a un sommet pour le financement africain. C'est-à-dire que Macron mobilise des financements pour nous. C'est très grave. Et il y a la question du franc CFA. Et là, on peut dire deux mots. Vous voyez que M. Macron, dans ce projet, qu'est-ce qu'il fait? Il liquide l'écho original qui était porté par les pays de l'Afrique de l'Ouest, autour du Nigeria, pour bâtir une véritable monnaie. Il liquide ça dans un face-à-face improvisé avec Ouattara. Il fabrique, comme d'habitude, il crée l'interlocuteur, il se sert de lui, il liquide les projets africains et il impose sa démarche, l'écho. Que d'autres appellent Wacron, c'est ça non? Wacron. D'autres appellent ça Wacron. Donc il impose l'écho. Donc, et maintenant il veut se vanter de France CFA. On a dit que c'est un échec, c'est monnaie, aucun Africain sérieux n'accorde la moindre importance à l'écho. Ils vont vouloir imposer ça par la force, les coups d'État, ce que vous voulez, mais les Africains n'y accordent aucune importance. Guy Fondop, tous ces projets-là, Macron a un obstacle en face. Afrique Média, le néo-panafricanisme. Vous savez que les rapports du Sénat français ont été clairs. Après les députés, les sénateurs ont identifié le néo-panafricanisme comme étant le problème majeur de la France en ce 21e siècle. Mais c'est plus grave. Maintenant, le président français, lui, il a repris ça à un niveau le plus inimaginé. Vous imaginez un chef d'État dans une interview qui désigne Afrique Média de façon claire comme étant un outil stipendié. Écoutez le mot, stipendié par la Russie et la Turquie. Le mot stipendié veut dire que nous sommes payés pour faire la sale besogne. Ça veut dire que moi et vous, vous là, moi et tous les pays, nous recevons de l'argent des Russes et des Turcs pour attaquer la France. Or, comprenons bien ce que Macron veut dire, au-delà d'une légitime colère. D'abord, il ment. Le mensonge, c'est un rapport qui, sur le plan de la psychanalyse, indique le caractère traumatisé de celui qui ment. Celui qui ment veut occulter la vérité. C'est ça. Le mensonge a pour but d'occulter une vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que le néo-panafricanisme est au-dessus de la France. Au-dessus de M. Macron. M. Macron n'a pas le niveau pour discuter avec le panafricanisme. Il n'a pas le niveau. Nous, on le tape à tous les niveaux. La preuve, quand il bavarde, après, il vient de prendre tout ce que nous on dit. Il est en retard sur nous. On l'a vu avec le français, on le voit partout. Il court après nous. Et il désigne ça, donc, par sentiment anti-français. C'est-à-dire des luttes historiques majeures, des luttes historiques de haut niveau, c'est-à-dire un continent. Nous nous situons dans la continuité des combats que nos héros passés ont inaugurés. Nous, on a repris ça pour en finir avec la France, pour en finir avec la tutelle française sur l'Afrique, pour en finir avec son projet de recolonisation globale. M. Macron se rend compte que, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut pas. Donc, comme il est raciste, il n'accepte pas que des Africains, Afrique Média, soit une chaîne qui incarne le génie géopolitique africain. Un génie géopolitique supérieur à celle de la France, qui liquide toute la babouzerie, le focatisme et le néo-focatisme qui avait été installé dans le continent africain et qui permettait à la France de fanfaronner. Depuis qu'on existe, le diable peut parler fort en Afrique. Quand il parle, nous, on le gifle, il s'éteint. Quand Macron sort sa gueule là, on le gifle, il s'éteint. La France ne peut pas parler dans tous les sujets, on les tape. Il ramasse des délégués de service, on les tape. Vous voulez qu'il fasse quoi? Il est obligé de mentir en disant que, non, les gens là, est-ce que les Noirs peuvent réfléchir comme ça? Un Noir peut monter un projet comme ça? Est-ce qu'un Noir peut créer une chaîne géopolitique? Qui les a appris ça? Comment? Est-ce que le PLG a appris? Il y a un PLG là-bas qui pense géopolitique. C'est qui ça? Géopolitique? Mais ils sortent d'où? Des journalistes qui ne sortent pas de notre monde, qui parlent des sujets interdits depuis, mais qui les a autorisés à s'aventurer sur le terrain tabou? Mais c'était une affaire réservée à la France. C'est la France qui négociait géopolitiquement pour l'Afrique à l'ONU partout. C'est grâce à la France que De Gaulle s'est assis parmi les grands après la guerre mondiale, où la France a perdu. Comment est-ce que vous perdez une guerre? Vous vous retrouvez parmi les vainqueurs. Comment on peut expliquer ça? Parce que la De Gaulle avait l'Afrique derrière elle. Et on avait interdit aux Africains de parler de géopolitique, était réservé à la France. Afrique Média a apparu depuis 10 ans, a liquidé tout ça. C'est-à-dire qu'il ne peut pas parler à quelqu'un en Afrique, Macron. Il dit aucun dirigeant français ne peut parler à l'Afrique fort. Nous, on sort, on gifle, on dit tais-toi, avec des arguments de haut niveau. Quand il faut être dur, on est dur. Quand il faut utiliser un langage du quartier pour les secours, on le fait. Maintenant, quand on va sur le débat de haut niveau, on les tape partout. Donc vous comprenez pourquoi donc M. Macron, pour justifier ça devant l'opinion française, est obligé de dire que non, c'est la Turquie et la Russie qui financent l'Afrique Média. Maintenant, quand on a dit ça, il faut le... Ok. Est-ce que nous avons des comptes à rendre à M. Macron?
Est-ce que nous on a demandé à M. Macron, écoutez Macron, tu sais, attention, les Russes sont en train de nous draguer, et machin. Il est qui? Un petit gamin comme ça, c'est qui ça? Un gamin qui n'a même pas de maturité. La maturité élémentaire de la vie, il ne connaît pas. Puisque ce monsieur méprise la maman qui accouche, dit Fondor. Il le méprise. Ouais, il ne connaît pas la valeur du maman qui accouche, il insulte. Donc c'est un gamin immature. Vous croyez qu'Afrique Média les comptes à rendre à M. Macron? Dans nos rapports avec qui on veut. Pourquoi, Guy Fondor, nous on t'étonne pas avec la Russie? Bon, parlons-en maintenant. Parce qu'il pense qu'en disant ça, il peut nous effrayer. J'ai démontré qu'il ment. Maintenant que j'ai évoqué le mensonge, au nom de quoi? Macron est qui pour nous empêcher de traiter avec la Russie? Macron est qui pour empêcher l'Afrique de traiter avec la Turquie? Nous traitons avec qui nous voulons. Macron c'est qui pour définir l'agenda d'Afrique Média, pour définir la stratégie d'Afrique Média? Vous ne comprenez pas ça, Guy Fondor, si vous oubliez que vous avez affaire à un dictateur qui en France promulgue des lois pour détruire la liberté de la presse. Vous le savez? Vos collègues journalistes français manifestent depuis ce week-end. Parce que ce monsieur a introduit une loi scandaleuse en France sur la sécurité globale, qui interdit à les journalistes de filmer les policiers dans l'action dans leur action de maintien de l'ordre. Vous vous rendez compte? Vous connaissez un pays au monde qui fait ça? Qui a fait ça? Voilà le projet de M. Macron. Vous comprenez qu'un truc comme ça n'est donc pas en mesure de comprendre une dynamique médiatique de libération du peuple. Parce que c'est un dictateur, c'est un colon, c'est lui le tyran, M. Macron. Et maintenant beaucoup d'Africains le découvrent, c'est lui le tyran. Il instaure une dictature en France. Et tout à l'heure je vais vous démontrer tout le viol des lois françaises sous Macron depuis que le pouvoir. J'ai fait ainsi, j'ai fait la liste. C'est un dictateur qu'il faut. Moi je vais le démontrer. Vous allez comprendre pourquoi un dictateur menace Afrique Média. Un dictateur ne supporte pas une vraie liberté de la presse. Il supporte les médias qu'ils ont fabriqués, qu'ils financent la nuit, et le jour les gars viennent jouer au Tintin. Il faudra, pendant que Macron parle ça, Macron ne finance-t-il pas les journaux en Afrique? Est-ce que la France ne finance pas les journaux en Afrique? Le réseau des associations, les journalistes camerounais, qui sont dans le cadre, qui sont parrainés par les marchés, par la francophonie là, c'est quoi? Donc la France, elle peut financer les médias en Afrique, et ces médias ne sont pas stipendiés. Mais dès que les Africains s'organisent, positionnent un média puissant au niveau mondial, élève la géopolitique africaine à un niveau international et universel qui bat tous les ennemis de l'Afrique, on vient dire que non, nous sommes stipendiés. Moi, je propose au PDG d'Afrique Média de porter plainte à ce voyou pour diffamation. Moi, je propose, je suis à Mondo Vision, au PDG d'Afrique Média de porter une plainte, même à titre symbolique, à ce voyou pour diffamation. On va retirer certains mots. Non, moi je ne retire pas, c'est pas qui parle, c'est pas Afrique Média. S'il vous plaît. Les choses sont claires. Je voudrais que nous restions dans le fond. Ce n'est pas Afrique Média qui parle, c'est Banakani qui parle. Je voudrais que nous restions dans le fond avec le fond de cette sortie. Bon, est-ce que vous voulez porter plainte pour diffamation? On peut. Mais il nous a diffamé, non? Mais je voudrais que nous restions dans l'analyse, s'il vous plaît. Est-ce que vous comprenez pourquoi il dit est-ce qu'on peut lui porter plainte? Poursuivez, s'il vous plaît. On peut lui porter plainte. Bon, ça n'engage pas. Moi, c'est moi qui parle, hein. Ça ne vous engage pas. C'est moi qui parle. Nous, comment quelqu'un nous. Bon, monsieur Guy-Fondor, si j'ai bien dit aux gens que vous êtes un voleur, que je vous ai vu en train de voler, mais vous avez le droit de me porter plainte. Parce que je porte atteinte à votre intégrité. Je mens sur vous. Monsieur Macron a menti sur nous. Il dit que la Russie nous finance. Il dit que la Turquie nous finance. Bon, il faut qu'il apporte les preuves. Il n'en a pas, évidemment. Vous comprenez? Donc, pour revenir dans le fond de votre analyse, j'étais en train de démontrer que celui qui attaque Afrique Média, c'est un dictateur. Il est à l'heure actuelle en train de voter en France des lois liberticides qui mettent la France à feu et à sang. C'est ce qu'ils font là. Vous comprenez donc qu'ils sont mal à l'aise avec la liberté des médias, qu'ils sont mal à l'aise avec un média qui déconstruit matin, midi, soir ses fanfaronnades et ses rêveries de colonisation globale. C'est ça le problème qu'il a avec Afrique Média. M. Macron ne parle pas des autres médias. Il trouve normal, par exemple, que France 24, RFI, TV5, n'est-ce pas, arrose le continent matin, midi, soir, M. Guy-Fondor. Quand ces médias le font, ils ne sont pas stipendiés. Je voudrais vous rappeler que ce sont des médias d'État. France 24, c'est un média d'État. RFI, c'est un média d'État. TV5, c'est un média d'État. Donc les médias d'État français arrosent le continent africain matin, midi, soir et bombardent des bêtises sur le continent africain. M. Macron trouve ça normal. Mais quand les Africains montent leurs médias et que le média écrase la France, écrase M. Macron au niveau du débat géopolitique, oh, Guy Fondor, qu'est-ce qu'il vient? Il dit que nous sommes stipendiés. Mais c'est une insulte. Hein.
C'est une insulte. Il dit que nous sommes stipendiés. Bon, comme il est petit, moi je ne considère pas cette insulte parce qu'il est petit. Il est petit. Ce qui est important, c'est de voir qu'un chef d'État, soi-disant jupitérien, vous savez que Jupiter, c'est quelqu'un qui est... C'est un dieu, il est très haut. Mais Jupiter a été descendu sur Terre par Afrique Média, et n'ayant pas d'argument à nous opposer, il nous calomnie, M. Guy Fondor. Alors, cela nous renvoie à une autre interrogation véritable que peut encore Paris, dans le contexte géopolitique actuel sur le continent. L'un des épilogues, finalement, de cette guerre que mène, cette guerre froide, on va le dire littéralement comme ça, qui oppose Paris à un certain nombre de puissances, notamment la Russie. L'un des épilogues sera certainement la République centrafricaine avec l'élection présidentielle qui arrive. La France qui certainement aura ou alors a déjà positionné un candidat. La Russie, on le sait, soutient le président Touadéra. Et la Russie qui continue, qui équipe pratiquement de façon continue l'armée républicaine de la RCA pour, selon certaines sources, préparer cette échéance qui arrive. Est-ce que la France aujourd'hui a encore les moyens de pouvoir asseoir une domination sur le continent? Aucun. On n'a pas les moyens de le faire. C'est important votre question. La France a des réseaux, c'est évident. La France a une partie des Africains qui sont français, qui rêvent d'être français et qui sont convaincus que quand elle achète une chemise à la rue Élysée, qu'on a baptisé pompeusement meilleure avenue du monde, moi et vous là, je ne connais pas en quoi cette avenue est la meilleure avenue du monde. Moi, ma meilleure avenue du monde, c'est mon quartier à Neubel, à Neubel là, c'est à Neubel là-bas. Il y a beaucoup d'Africains qui sont convaincus qu'une photo à la Tour Eiffel et une balade sur la prétendue meilleure avenue du monde vous amène au paradis. Ils sont très nombreux. Ces Africains se battent pour aller en France, ils se battent pour avoir la nationalité française. Voilà les réseaux sur lesquels Mathieu veut s'appeler. Il appelle ça la diaspora. Et dans tous ses discours, il dit que voilà le fer de lance de sa nouvelle politique à lui, cette diaspora, qu'on va opposer aux Africains de l'intérieur. Pour jouer le jeu des divisions africaines, cette vieille politique que vous connaissez très bien. On va opposer les métis à ceux qui sont très noirs, et on va opposer les bruns aux métis. Et on va opposer ceux qui sont d'accord de l'amour qui doit nous lier à la France, c'est-à-dire que vous et moi, on doit aimer la France par amour, on doit marier la France par amour. Nous devons continuer ce qu'il appelle les aventures humaines, les mariages mixtes, la créolisation. Guy Fondor, ce n'est pas une injure. Guy Fondor, vous imaginez les Allemands, vous imaginez les Français, sous occupation allemande. Pendant que les Allemands violaient les femmes françaises, arrachaient les biens des Français, pillaient la France, tuaient les Français dans leur territoire, vous imaginez que Hitler vient dire aux Allemands que, bah, écoutez, je suis en train de vous créoliser, je suis en train de faire les mariages mixtes entre Allemands et Français. Ce sont des aventures humaines d'un type nouveau que j'inaugure à travers cette violence. Les Français, vous dites à un Français, vous tue. Quand vous rappelez à un Français la mémoire de Vichy, il peut vous tuer, Guy Fondor, vous le savez. Mais au nom de quoi? C'est cela pas faire à un enfant qui n'est pas à la hauteur de sa fonction. Au nom de quoi un pareil monsieur? Nous nous dire que la colonisation, c'était les aventures humaines, c'était les mariages mixtes, c'était la colonisation. Vous savez que c'est Édouard Glissant qui est le père de ce concept-là. Et dans le prolongement d'un certain Senghor, qui disait qu'il est un métis culturel, que l'avenir c'est le métissage. Vous imaginez les choses comme ça. Donc, quand vous avez en face de vous un média comme Afrique Média, qui justement démontre que la France n'a plus les moyens de sa politique d'hier, quand la Centrafrique est un tableau clair. Hier, la Centrafrique était le torchon de la France. Vous savez qu'il y a un chanteur ivoirien qui fait une belle chanson que j'aime beaucoup. Il dit que le torchon de quelqu'un peut devenir serre-pied de quelqu'un. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. C'est ça la vérité. Vous connaissez la chanson. Et un peu début quand on fait l'émission. Donc, la Centrafrique hier était la serre-pied, était le torchon de la France. Mais torchon est devenu serre-pied de la Russie. Bon, c'est une figure, hein. On a beaucoup de respect pour la Centrafrique. Pour dire simplement quoi? Pour dire qu'aujourd'hui, la diversification des partenariats inaugurée par le président Touadéra, parce que la France était incapable de ramener la paix en Centrafrique, qu'elle a détruite. Avait-elle d'ailleurs intérêt à ramener la paix? Parce que, rappelez que le président Touadéra lui-même a accusé la France de déstabilisation permanente de la RCA. Oui. Il avait cité d'ailleurs un nom avait cité un nom. Il s'agit d'un certain Daniel Cousin, oui, dont il avait cité le nom en l'accusant d'être le relais qui permettait à Paris de financer, d'armer les groupes rebelles contre l'État central. Tout à fait. Oui. Oui. Donc quand je parle de ramener la paix, c'est que
si elle avait réussi à placer son pion Dolo-Guélé à l'époque de la bataille de la dernière élection, parce que c'est Touadéra avait pour principal opposant Dolo-Guélé. Or, Dolo-Guélé, je vous le dis, c'est l'information. Il avait à signer les contrats avec la France, hein, avant d'être élu. C'est ça de quoi je parle. C'est Dolo-Guélé là qui demande. Hein. Il avait à signer les contrats avec la France avant d'être élu. Parce que c'est ça le principe des Français. Si Dolo-Guélé était passé, vous aurez vu subitement le groupe rebelle dégainer. C'est ce que je veux dire. Mais malheureusement, elle peut contrôler Dolo-Guélé, mais elle ne contrôle pas Touadéra. Donc elle n'a plus les moyens de dicter sa loi à toute la classe politique en Centrafrique. Or, hier, quand Paris parlait un mot, tous les hommes politiques en Centrafrique entraient en bas de la table. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La preuve, voilà M. Touadéra qui est président. Ce n'était pas le candidat de Paris, au contraire. Et du coup, ce président, dès qu'il est entré en fonction, il a analysé la situation de son pays. Il a dit, qu'est-ce que je fais? Pendant que la France a bloqué pour un bon bout de temps les moyens qui devaient permettre de battre une armée centrafricaine, pendant que la France armait les miliciens pour être plus fort que l'État, mais ce monsieur a passé le temps à réfléchir. Mais il a dit, mais qu'est-ce que je fais? Il a lancé le programme de diversification de ce partenariat, mais la Russie a saisi la pêche, Guy Fondop. La Russie a saisi la pêche. C'est d'ailleurs la Russie qui permet au président Touadéra de contourner l'embargo qui pesait sur la République centrafricaine et qui avait été demandé justement par la France, l'embargo sur les armes. Très bien. Pendant que l'État central ne parvenait pas à s'armer, les rebelles, de leur côté, s'armaient toujours. Et la déstabilisation était maintenue. C'est un fait. Vous voyez que nous on parle par l'air. C'est un fait. Alors c'est tout cela qui pousse bien sûr à cette interrogation sur ce que peut encore Paris aujourd'hui sur le continent, dans ce monde multipolaire qui aujourd'hui, dont l'un des plus grands terrains d'expression semble être ici le continent africain. Oui. La Russie est présente, elle avance, la Chine également, la Turquie. Je vous dis ce que la France veut faire, Guy Fondop. Merci, vous le faites. La France a un projet. Je vous dis, la France espère qu'elle peut convaincre les Russes et les Chinois de considérer que s'ils veulent entrer en Afrique, qu'ils fassent un deal avec la France. Je vous le dis sur le projet. M. Macron était allé en Chine pour ça. Il a fait un voyage d'État en Chine, c'était pour ça. Et il a approché les Russes pour ça. À l'heure actuelle, vous allez observer que dans l'Union européenne, le président français est celui qui demande le plus la levée des sanctions contre Poutine. Vous n'avez pas observé ça, hein? Contre la Russie, pardon. Ce n'est pas le fait du hasard. C'est pas le fait du hasard. Alors, à où nous parlons, vous allez voir, il y a Russia Today qui émet en France, Guy Fondop. Pendant qu'on nous taxe d'anti-français, pendant qu'on nous dit que nous sommes stipendiés par la Russie, la France héberge un média russe. Russia Today dans le cadre d'un partenariat avec la Russie. Vous vous souvenez de l'épisode qu'il y a eu entre le ministre des Affaires étrangères français, M. Le Drian, justement sur la question de Russia Today. Et le ministre russe, Sergei Lavrov, qui est un grand génie de la diplomatie, se moquait de Le Drian. Il a dit à ce journaliste, bon, maintenant vous êtes les journalistes, allez travailler. Vous vous souvenez de cet épisode-là? Parce qu'il y avait un problème. C'est une négociation qui a abouti à ça, mon cher Guy Fondop. Il faut que les Africains comprennent cette affaire. Pendant qu'on dit que nous, on est stipendiés par la Russie, la France, par derrière, va négocier avec les Russes pour qu'on mette Russie à Today. Pourquoi? Parce que depuis longtemps, M. Macron est en train de faire la cour à Poutine pour lui dire entendons-nous sur le dos des Africains. C'est cela qu'il s'agit. Mais la Russie a très bien compris depuis que ce n'est pas dans son intérêt. La Russie a bien compris que ce n'est pas dans son intérêt. M. Poutine, on l'appelle pas M. Poutine la géopolitique. C'est un as de la géopolitique. La Russie comprend ça. Mais c'est à nous les Africains maintenant de analyser le puzzle et de savoir tirer notre épingle du jeu. Alors, personne ne semble passer par Paris de toutes les façons, en parlant des acteurs qui arrivent. Tout à fait. La Turquie est arrivée en Libye, sont passés par Paris, et désormais elle a d'autres prétentions au-delà même de la Libye. C'est pour ça qu'il pleure. Voilà. La Russie également est arrivée dans le précaré, sont passés par Paris et y a posé ses pions. Aujourd'hui, on voit comment est-ce qu'elle avance très rapidement, notamment en République centrafricaine et également en Libye, où elle a pu installer finalement une base, même si c'est une base qui permet essentiellement d'avoir une certaine couverture aérienne, mais toujours est-il qu'il s'agit déjà d'un premier pas de la Russie posé sur le continent africain. Et l'on se demande donc dans cette multipolarité du monde ce que peut Paris aujourd'hui, parce qu'il est clair qu'elle est la moins armée de toutes les puissances qui évoluent aujourd'hui sur le continent africain. Mais que passe son temps à faire le diable? Qu'est-ce qu'il nous dit tous les jours? Que non, ne changez pas de... Ça ne s'arrête de partir d'un mètre pour l'autre mètre. Reconnaissant par là, donc ils sont un mètre. Vous voyez, elle dit que la France dit que non, ça ne sert à rien de quitter, il ne s'agit pas de changer de mètre. Donc vous étiez un mètre,
Ils nient tous les jours qu'ils ne sont pas maîtres, mais là ils le reconnaissent. Non, pourquoi tout ça arrive, Guy Fondot? Parce que la France a été dirigée par a eu à sa tête des dirigeants qui étaient pour la plupart des feignants. Permettez-moi l'expression. C'est-à-dire que voilà un pays qui a eu un avantage historique qu'aucun autre pays au monde n'aura un jour. Cette relation entre guillemets avec l'Afrique, à la faveur du crime colonial. La France aurait pu rapidement transformer cette situation en avantage, en innovant sur le plan politique, en cessant d'être un État raciste. Comme l'a fait le Royaume-Uni. Mais très bien, très bien. D'ailleurs, quand De Gaulle avait essayé ça, je crois en 1958, le projet d'empire, il voulait faire dire que tout le monde peut être citoyen français. Mais le jour-là, les vieux colons français, les racistes français ont dit que pas question. Les Noirs ne peuvent pas être des Français. Et on a amené De Gaulle à refaire un retour en arrière pour dire que les racines de la France, c'est les racines gréco-latines chrétiennes. Vous rappelez l'épisode. Donc pour vous dire quoi, la France n'a pas été capable. Quand on écoute Emmanuel Macron aujourd'hui, on a l'impression que les Français auraient dû laisser, parce que quand il parle de cette relation d'amour historique et de l'aventure humaine, on se demande aujourd'hui si finalement si l'objectif visé n'est pas qu'il y ait ce que le philosophe camerounais Achille Mbembe appelle finalement, que l'Afrique devienne, qu'il y ait une sorte de métissage tous azimuts qui permet de créer une nouvelle entité qui serait beaucoup plus grande. C'est ce qu'il veut faire avec sa diaspora. Quand il vous dit qu'il faut créer les nouvelles générations d'Africains, quand il vous dit qu'il faut développer les générations, dans l'interview, il ne cache pas, il dit y compris politique, il le dit. Donc il dit qu'on va placer des gens nouveaux, nous allons travailler à l'émergence de nouveaux hommes politiques en Afrique. C'est ce qu'il essaie de faire, mais c'est tellement maladroit. Mais vous savez, les fanfaronnades de certains intellectuels africains sur le métissage culturel me font rire. Le métissage culturel, c'est forcé. Ça, c'est un mariage forcé. Nous revendiquons le droit de divorcer. Je revendique ici, moi, Bandakane, le droit au divorce. Quand un mariage est forcé, c'est un mauvais mariage. Les mariages forcés ne marchent jamais, parce que la femme veut toujours partir. On lui impose un mari, elle veut partir. La France est venue nous imposer de l'épouser par la force. On va divorcer. Le seul rapport avec la France dans ce couple, c'est le divorce, M. Guy Fondot. Donc, maintenant, venez nous parler de métissage culturel, ça me fait rire. Ça me fait rire. Ok, d'accord. Guy Fondot, pas d'accord. Hein. Métissons-nous. Bon, que la France nous donne, arrête d'être raciste. Qu'on nous remette tous les gens qu'on nous a volés. Si on donne 100 francs à la France au niveau mondial, qu'on donne aussi 100 francs aux Africains. C'est le métissage, non? Quel est ce métissage où le métissage s'opère au détriment de notre partenaire, entre guillemets, s'il faut appeler ça partenaire. Quel est ce métissage du maître à l'esclave? Où est-ce qu'on a vu où le métissage maître-esclave aboutit à quelque chose d'esthétique et de beau? Mais moi j'interpelle Achille Mbembe. Mais ce sont les promoteurs de pareil théorie bidon. Dites-moi où est-ce que le métissage entre maître et esclave a abouti à quelque chose d'esthétique et de beau. Pour revenir à la fameuse théorie le vrai métissage d'afropolitanisme. Voilà, Achille Mbembe voit l'Afrique comme devant s'ouvrir au monde pour pouvoir effectivement se développer, donc permettre qu'il y ait que le continent devienne une sorte de grand carrefour mondial, parce qu'il soutient qu'aucun pays qui à un moment donné s'est retrouvé comme étant le centre du monde ne l'a été seul. C'est le cas par exemple des États-Unis, où il y a eu une convergence à un moment donné qui a pu créer justement cette puissance américaine. Vous nous permettez d'ouvrir un vrai débat intellectuel sur le projet afropolitain. Ça me fait rire. Le métissage américain, c'est un métissage basé sur la violence. Vous parlez de quoi? Vous allez parler de métissage aux Indiens? Ça ne sert à rien de favoriser une immigration visant à déconstruire l'unité démographique d'un pays, pour mettre ce pays sur la coupe des banquiers internationaux et appeler ça métissage. Appeler ça cosmopolitisme. Je connais très bien cette théorie, Guy Fondot. Personne n'est contre l'ouverture. On apprend à l'Afrique de s'ouvrir. L'Afrique, depuis que l'Afrique existe, elle n'a qu'été ouverte au monde, Guy Fondot. D'abord, de par son histoire, berceau de l'humanité, donc, elle a créé le monde. Donc c'est sa vocation. Ce n'est pas un débat là-dessus. Mais, depuis que nous sommes ouvert le monde sait comment le monde a accueilli notre ouverture. Par la racialisation, par la violence, par l'esclavage, par la colonisation, par le néocolonialisme et maintenant le colonialisme global. Je voulais vous dire que Achille Mbembe évolue, parce qu'aujourd'hui lui-même il dénonce ces choses-là. Aujourd'hui, il prétend, il dit même qu'il soutient un panafricanisme radical, décolonisateur. D'ailleurs, il a répondu à M. Macron. Il lui a dit que, mais monsieur, il n'y a pas un sentiment anti-français en Afrique. Il y a un projet de décolonisation qui continue. Achille Mbembe l'a dit, et nous le félicitons pour ça. Vous voyez donc que
même des intellectuels qui ont cru à cette histoire d'un monde ouvert et consort se rendent compte aujourd'hui que mais on trompe les gens. On trompe les gens. On trompe les gens. Et c'est ça qui alimente la bagarre dans le monde aujourd'hui entre d'un côté les globalistes et les patriotes souverainistes. Pourquoi? Les globalistes, l'Obama, Biden, Macron, on connaît leur projet. Ils veulent nous transhumaniser. Ils veulent détruire l'humanité. Une violence pas possible. Et les patriotes souverains disent qu'on ne détruit pas l'humanité. Nous ne voulons pas leur transhumanisation. Nous ne voulons pas qu'ils nous transportent dans leur univers transhumanisé. C'est la folie et la sorcellerie. Dans cet univers, les hommes vont avec les animaux, les femmes vont avec les femmes, les hommes vont avec les hommes, les animaux héritent des hommes. On détruit l'humanité. Nous refusons ça, Guy Fondop. C'est de cela qu'il s'agit. Lorsque vous convoquez, par exemple, la question de la Centrafrique, qui nous fait revenir sur le problème de M. Macron, qui se présente, lui, en grand démocrate, qui veut démocratiser l'Afrique. C'est Guy Fondop. Vous, ce matin, pour venir ici, là, vous avez balayé votre maison. Votre épouse a balayé votre maison. Ou bien votre femme de ménage a balayé votre maison. Parce que si vous voulez aller dire aux voisins que ta maison est sale, assurez-vous que votre maison est d'abord propre. Mais quel est ce libérateur démocrate qui est un dictateur chez lui? Moi, je vais vous lire son bilan, avec votre permission. Liste des manquements à ses devoirs, incompatible avec l'exercice de son mandat, qui justifierait l'activation de l'article 68 de la Constitution française pour essayer de le destituer. Je vous ai convoqué ici le fait que vous avez des généraux, vous avez un amiral, vous avez des généraux, vous avez des colonels de l'armée française qui demandent, qui soupçonnent M. Macron pour trahison. C'est inédit en France, mon cher Guy Fondop. Alors, abus de pouvoir, Guy Fondop. Affaire Benalla, vous vous souvenez, non? Affaire Benalla. Le garde du corps. Voilà, qui n'avait aucun statut, mais qui se livrait à des fonctions de maintien de l'ordre en France. Et l'affaire a été étouffée, comme vous savez. Violation du droit français et du droit international. Bombardement de la Syrie. M. Macron s'est levé un matin, il a désigné Bachar el-Assad comme étant le responsable du bombardement de son peuple au gaz de Chine. Il n'avait aucune preuve. Il a engagé la France à bombarder la Syrie en violant le droit français et le droit international. Dans une coalition où très bien. Les États-Unis. Oui, très bien. Il a insulté les Français, vous le savez. Il a été d'illettrés, d'extrêmes feignants. Les mots existent. Il a violé les référendums en France, dans le cadre de l'histoire qu'il allait inventer avec les Allemands sur la question de l'Alsace. C'est-à-dire qu'il allait créer une collectivité européenne de l'Alsace, violant la Constitution française et le principe de référendum. Il muselle les médias. Il a voulu voter une loi contre les prétendus fake news. La loi Avia, vous êtes au courant. C'est le Conseil constitutionnel qui a bloqué. Mais il revient maintenant avec la loi sur la sécurité globale. Vous avez la violation du droit français. Il allait adopter le pacte de Marrakech sans passer par le Parlement ou bien par le référendum. La corruption, après le signalement officiel de la Commission nationale des comptes de campagne sur des faits susceptibles de constituer une infraction à la législation sur la transparence de la vie publique en France. L'origine des dons pour un montant cumulé de 144 000 euros n'a jamais été identifié contre les campagnes. Il a assis dessus. Le plafonnement des indemnités prud'homales versées à un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse a été estimé contraire au droit international par le Conseil des prud'hommes d'Amiens. Non dans les faits. J'ai déjà signalé la question de la décision de créer une collectivité européenne de l'Alsace. Donc vous avez là un ensemble de faits qui démontrent que, dit en France, M. Macron aujourd'hui s'est établi, c'est un dictateur. Vous voyez comment il tyrannise la France à travers une gestion calamiteuse du Covid. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas si c'est ce qu'il fait. Il a un conseil scientifique, mais qui va de bêtises en bêtises. Il a sorti une carte hier encore, il a fait gaffe hier. Sous prétexte on te le dit, déconfiner un peu. Il dit maintenant qu'à la maison, quand vous réunissez, vous gardez les papis et les mamies à la cuisine. Il est fou. On garde les papis et les mamies à la cuisine. C'est-à-dire que sous prétexte d'éviter la contamination. Donc il manque bientôt. Les policiers vont commencer à entrer dans la maison de chaque Français pour voir si la distanciation est respectée ou pas. C'est une honte. C'est une honte. Pendant que d'autres pays en Europe, la Suède, partout, pour ne pas que ce cas-là, montrent comment on peut gérer, entre guillemets, avec un minimum de démocratie, n'est-ce pas, cette crise-là. Moi, je ne parle pas de l'Afrique, Guy Fondop. Et je dis ce matin, il ne termine pas là. Alors nous parlons, Guy Fondop, alors nous parlons. Des milliards de doses de vaccins sont déjà mobilisées par le Gavi
pour venir vacciner les Africains. Vous vous rappelez, on a fait des émissions ici à l'époque pour parler de cette affaire, pour l'OMS. Nous sommes là en Afrique, nous avons vaincu le Covid, il n'y a pas de malades en Afrique, nous avons pratiquement le taux de guérison de 80%, 95% des pays africains. Guy Fondop, on veut nous vacciner, pourquoi? Je lance un appel, je suis en train d'interpeller les Africains. Les doses de vaccins sont déjà prêtes, des milliards de doses de vaccins. On va passer par l'UNICEF, on va passer par les ONG du voyou qu'on appelle l'ancien Premier ministre anglais là. Il s'appelle qui encore là? Tony Blair. Et tous ces gens-là. Et il y a beaucoup de pays africains qui sont membres du Gavi. Guy Fondop. On veut vacciner qui en Afrique? En Afrique, qui est malade? J'ai dit ici sur ce plateau que je mange le Covid. Amenez-moi celle-ci, je mange celle-ci. Guy Fondop, moi je mange le Covid. Parce que moi par jour, et vous pareil, combien je gère de virus par jour dans ma main? Vous imaginez? Même si vous êtes le plus propre de la Terre, chaque jour là, notre main... déjà nous sommes en zone tropicale. Très bien. Et donc qui est une région où prospèrent beaucoup de bactéries. Bon, donc chaque jour là, nous on mange ça plein. Vous comprenez? On n'est pas malade. On va ouvrir le standard. On va ouvrir le standard. On n'est pas malade. On veut le vacciner, pourquoi? On va ouvrir le standard. On reviendra tout à l'heure là-dessus, Président Madakani. On va ouvrir le standard rapidement pour permettre aux premiers intervenants de nous retrouver ce matin. C'est bien sûr avant la revue de presse en langue française. Vous nous retrouvez en direct pour nous dire ce que vous pensez, bien sûr, de ce parallélisme ou alors de ce parallèle qu'on a tenté de dresser tout à l'heure entre Jacques Foccart et Jean-Yves Le Drian, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères. L'autre était bien sûr l'ancien Monsieur Afrique. Peut-on aujourd'hui parler de parallélisme ou bien de mimétisme même? Nous vous écoutons sur la question, le standard est ouvert. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour et bienvenue à l'antenne, monsieur. Bonjour, monsieur Guy Fondop. Bonjour au combattant président Madakani. Bonjour au public Afrique Média. Et un bonjour très appuyé aux techniciens. Alors, la thématique de ce matin. Moi, j'ai quelque chose à dire quand même. La journée du 10 mai a été décrétée en France comme journée de travail. Mais la France refuse de reconnaître l'esclavage comme crime contre l'humanité. Donc, là, il y a incohérence. Alors, Macron, par rapport à son discours il y a quelques jours, il réclame une relation d'amour entre l'Afrique et la France. Très bien. Mais cette relation commence par le retrait des troupes françaises sur le territoire africain. Du fond, on ne peut pas discuter avec un pistolet sur la tempe. Ça commence par là. Et le président Macron devrait parler aux Africains avec un peu plus de politesse, sincèrement. Alors, je vous rappelle ici que l'Africain a la mémoire très courte. Mais je vais vous donner 3 exemples, et récemment. Je vous prends l'exemple la Libye, le Sahel, la Côte d'Ivoire. On a vu comment le président libyen a été tué à Mondovision, traîné par terre devant des millions d'Africains. On a vu au Sahel le sommet de Pau. Une fois ce président de retour sur leur terre, on a vu 100 de nos frères tchadiens qui sont tombés, alors qu'on a 5000 militaires qui sont à côté. La déclaration de Macron qui date il y a quelques heures, où il dit que en Guinée, ce n'est pas bien, et en Côte d'Ivoire, on applaudit. Tout ça, ça se passe au XXIe siècle.
Et tout le monde voit cela. Tous les Africains du monde entier voient cela. Donc, Guy Fandor, juste pour vous dire que personne ne nous aime. Ce ne sont pas les Américains qui viendront sauver les Africains, ni les Russes, ni les Européens, ni les Chinois. Et d'ailleurs, quand on regarde la jeunesse africaine aujourd'hui, elle est massacrée en Chine par l'État chinois, donc la police. En Europe, pareil. Aux États-Unis, c'est l'armée, les hommes en tenue qui tirent carrément sur les Africains. Donc, moi, je voudrais tout simplement dire que le destin de l'Afrique appartient aux Africains. On ne le dira jamais assez. L'avenir de l'Afrique appartient à la jeunesse africaine. Et une fois de plus, je dis vraiment un grand merci au président Badakani, à M. Parfait Ndom et à tous ceux qui appellent tous les jours pour nous conscientiser. Vraiment, un grand merci à vous. En avant l'Afrique. Bonne journée, Monsieur Basson. On va poursuivre avec cet autre intervenant. Bonjour, vous êtes en Côte d'Ivoire et vous nous retrouvez. Bonjour et bienvenue. Allô? Bonjour madame, bienvenue à l'antenne. Oui, bonjour. Bonjour Guy Fandor. Bonjour. Bonjour Badakani. Permettez-moi de saluer Afrique Média, le génie inventif de Afrique Média, qui est venu bouleverser tous les canaux dans l'audiovisuel. Hein. Permettez-moi de saluer ça. Vous êtes venus là, les gens ne vous vendaient pas cher. Hein. Mettez-vous à la place des Français, ils ne vous vendaient pas cher. Ils se sont dit que c'est une affaire de quelques jours et puis ça va passer. Et plus vous êtes venus conscientiser les Africains. Contrairement aux chaînes françaises qu'on a sur le canal, du canal Horizon, où on passe le temps à danser, on cultive là-bas la luxure, vous êtes venus faire prendre conscience aux Africains. Et ça ne peut pas plaire aux Français. Et dans le livre saint, on nous dit quoi? Le diable n'attaque pas, attaque tout ce qui a de la valeur. Qui est le diable ici? C'est la France. Ce qui a de la valeur ici, c'est Afrique Média. Je vais continuer toujours de saluer le génie inventif de Afrique Média. Afrique Média, vous êtes venus nous ouvrir les yeux. Aujourd'hui, tous les projets que la France met sur table, les complots de terrorisme, les complots de guerre civile, les complots d'élection, tout ça, les panélistes d'Afrique Média, la qualité des panélistes d'Afrique Média, la qualité des débats, tout ça vous venez balayer. Et ça, vous allez toujours avoir des ennemis. C'est vous qui empêchez la France de tourner en rond. Et dès cet instant, plus rien ne sera comme avant et que la France le sache. Maintenant, comment c'est le truand qui est là, comment vous pouvez expliquer que quelqu'un s'en va au Niger, il félicite le président nigérien parce qu'il respecte la Constitution, et vient en Côte d'Ivoire, il félicite quelqu'un qui viole la Constitution. Mais moi je pense que c'est des gens qui ne sont pas équilibrés. C'est des gens qui ne sont pas équilibrés et ça nous parle, ça doit nous parler. Maintenant, concernant la Russie, moi, les Africains, moi je pense que ça devait être une affaire. Si la France continue de parler, c'est de notre faute. Hein. Si la France continue de brailler, c'est de notre faute. Parce qu'on devait tourner la page de cette affaire-là. 10 ans, 60 ans après, on devait tourner la page de cette affaire-là. Comment vous êtes une femme, vous êtes toujours violée, on vous traite avec condescendance, vous êtes méprisé dans une relation, et vous êtes là, vous continuez de maintenir ces relations-là. Vraiment, je dis à nos chefs d'État, à nos dirigeants, on vous en supplie, essayez un autre partenaire que la France. Le bilan de la France en Afrique, c'est quoi? La pauvreté, le terrorisme, la misère, les coups d'État. Les Chinois, les Indiens, les Brésiliens, les Turcs et autres, ont défini des stratégies africaines qu'ils mettent méthodiquement en œuvre. La France, quant à elle, semble naviguer à vue, elle n'a pas une nouvelle politique africaine efficace et concurrentielle. C'est pourquoi le président français, Emmanuel Macron, a invité la génération de jeunes Africains à établir une nouvelle relation d'amitié avec son pays.
Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.